Bonjour, pour cette troisième et dernière émission consacrée à Thelonious Monk, Francis et moi, nous allons vous parler un peu de son jeu de piano et de sa musique. Pour commencer, et pour nous mettre un peu dans l'ambiance et dans l'esprit de Monk, Francis va nous interpréter donc un thème écrit en 1946, Monk's Mood. Très beau morceau. Je dirais même plus, très beau morceau.
Et d'ailleurs, bon, par rapport aux beaux morceaux, la musique de Monk, avec ses silences, ses dissonances, ses traitements harmoniques un peu anormaux, entre guillemets, et bizarres, ont fait que certains ont même, ce que tu me disais tout à l'heure, ont même pensé qu'il était un peu escroc sur les bords. Hein. Et c'est Laurent Deville qui fait cette analyse dans son superbe bouquin qui s'appelle Monk. Hein. Et comme il est pianiste, son analyse de la technique pianistique de Monk est intéressante. Il fait remarquer que aux musiciens, on leur demande toujours d'être virtuoses. Si vous n'êtes pas des virtuoses, messieurs les pianistes et autres musiciens, vous n'êtes pas considérés tellement, et alors qu'on ne demande pas ça à un peintre ou à un sculpteur, ou on ne demande pas d'être des virtuoses, ou même à un écrivain, il n'a pas besoin de connaître le petit Larousse par cœur, il peut écrire. Bon, et vous, on vous demande d'être des virtuoses. Donc, les critiques ont toujours aimé se demander si Monk savait jouer du piano ou pas. Et je pense que, moi, pour ma part, j'utiliserai la réponse que Monk faisait lui-même à cette question. Il disait, oui, je pense avoir suffisamment de technique pour être à même de jouer comme je le veux. Bah oui. Finalement, c'est, je crois, la simplicité même. Alors, si je reviens rapidement, on se rappelle que Monk avait appris le piano avec sa sœur, un professeur qui s'appelait Monsieur Wolf. Avant ça, il avait eu un piano mécanique qui le fascinait. Et en fait, très vite, il avait accompagné sa mère à l'harmonium. Donc, il avait quand même eu un bagage, je dirais, d'apprentissage des techniques pianistiques assez complètes. Et au départ, il reproduisait à la maison quand même sur le piano des solos de James P. Johnson, de Fats Waller, de Art Tatum, de Duke Ellington. Donc, il a quand même un bagage, je dirais, stride, de musique traditionnelle, classique, je dirais, de jazz, original jazz, mais aussi du stride qu'on va retrouver dans ces morceaux. Parce qu'en fait, il a souvent la main droite qui est très libre et la main gauche qui reprend des côtés un peu stride. Ouais. Alors, à la différence près qu'il ne joue pas toujours tous les accords. Hein, il joue parfois quelques notes de l'accord, et ça, c'est un peu sa particularité dans sa manière de jouer. Il suggère les accords. Je pense que, et là je reviens encore à notre première série d'émissions consacrée à Duke Ellington, que la musique de Monk, c'est une musique citadine. En fait, c'est une musique qui a, pour moi, m'évoque très bien New York. Hein. C'est un peu le cirque organisé. Ça fourmille dans tous les sens, mais c'est quand même très structuré. Voilà, il swing toujours de tonnerre, quoi. Et on ne retrouve pas cette gouaille qu'on a dans la musique de la Nouvelle-Orléans, évidemment chez Louis Armstrong ou chez Sidney Bechet, etc., où ce sont des musiciens où il y a beaucoup de bonne humeur, de gouaille. Il n'y a pas ça tout à fait chez Monk. On ne trouve pas non plus le côté, je dirais, un peu agressif de la musique de Chicago. Moi, je dirais que c'est plus un peu le côté sorcier africain. Il y a aussi je trouve ça un peu côté sorcier, effectivement, africain. Enfin, mystérieux, un peu, mais mystérioso, qui est un de ses thèmes aussi. C'est vrai qu'il y a aussi ce côté un peu sorcier, et il n'y a pas non plus le côté démonstratif qu'on a dans la musique d'un Count Basie ou d'un Charlie Parker, qui sont très démonstratifs, non. Il y a aussi une certaine sobriété dans le jeu. Donc bon, ça c'est pour le pianiste. Alors en tant que pianiste, hein, sa technique, elle est quand même particulière, hein, parce que déjà, ses doigts, hein, il les place pas en crochet, parce que je crois que traditionnellement, on joue les doigts en crochet, lui, il les place à plat. Ensuite, il y a des gens qui disent que c'est un colosse, mais qu'il a, ça c'est la légende, qu'il a une petite main, et que c'est en fait en essayant de faire des intervalles assez larges, ce que son auriculaire touchait 2 notes à la fois, et ça faisait ces espèces de pivots qu'il a sur les côtés. Faisait sa couleur. Ça, c'est la légende, parce que je crois qu'il savait très bien ce qu'il faisait, et qu'il n'avait pas besoin d'avoir des petites mains, et je pense qu'il avait des mains comme tout le monde. Mais bon, on aime bien avoir des légendes, hein, dans le jazz. Bon, il y a d'ailleurs son traitement du piano est particulier. On évoquera tout le temps de l'instrument lui-même, hein, cet épisode du Golden Gates où il va jouer dans le Golden Gates, qui est une ancienne usine désaffectée, je crois. Et il passe après un groupe de calypso. Il arrive au piano. Bon, et dans le calypso, je pense qu'il devait utiliser pas mal la pédale, hein, le pianiste. Et Monk, pendant qu'il joue, il se penche, il regarde le pédalier. Et à un moment, on entend crac. Et Monk avait arraché le pédalier du Steinway. Et il l'avait jeté parce que ça devait l'avoir énervé la manière dont jouait le prédécesseur jouait de la calypso. Et donc, il arrache le pédalier. Et en fait, il joue comme il joue. Bon. Et alors là encore, c'est Laurent Deville qui fait remarquer que, et je trouve que c'est bien vu, il trouve que Monk joue comme un vibraphoniste. C'est-à-dire que tout son corps est impliqué dans le jeu. Hein, c'est pour ça il fait des clusters avec les avant-bras, avec les poings, son jeu de jambes, quand on le voit jouer, et il y a le fameux film de Charlotte Zane qui s'appelle Straight No Chaser, où on le voit, son jeu de jambes, il a un jeu de jambes qui est assez impressionnant, et effectivement il rentre dans son piano, il a un jeu assez musclé, et je pense que cette façon d'approcher le piano fait qu'il n'a pas pu avoir beaucoup d'élèves. Et en fait, il a eu, on va le voir après, une influence considérable sur la musique, mais en tant que pianiste, il y a très peu de gens qui pouvaient imiter sa technique de piano. Hein. Et Monk est inimitable. Inimitable. D'ailleurs, que ce soit Elmo Hope, qui a beaucoup tourné beaucoup été dans son environnement, Herbie Nichols ou bien Bud Powell, qui ont été 3 pianistes qui ont été très proches de lui, aucun des 3 ne va jouer comme Monk. Ils jouent tous les 3 avec leur propre approche, hein, même s'ils se sont inspirés de Monk. Et effectivement, sa technique est inimitable, je pense. Hein, et c'est marrant, c'est Laurent Deville toujours qui disait, il avait entendu Monk, il essayait de répéter ce que faisait Monk, il n'y arrivait pas.
Et un jour, il a vu comment jouait Monk et il a compris pourquoi il n'arrivait pas parce que la façon de se comporter de Monk avec son instrument est complètement originale. Bon, alors finalement, après avoir vu un peu, d'avoir parlé un peu de sa technique pianistique, faut quand même rappeler qu'on dit que Monk n'est pas un pianiste hors du commun. Quand il gagne en 58 le prix de Downbeat, il est quand même devant Errol Garner et Oscar Peterson. Oui. On a fait quand même plus manchot comme pianiste. Donc bon, je pense que bon. Alors et donc justement, c'est un autre as des 88 touches que Monk a dédié le morceau que tu vas nous interpréter maintenant, qui est un morceau écrit en 48 pour Bud Powell, qui s'appelle In a Walked Bud, et qui est tiré du standard Blue Sky. À toi. Alors, si Monk, pianiste, n'a pas eu vraiment d'école, en revanche, et on peut le comprendre avec d'aussi jolis thèmes que In a Walked Bud nous le prouve, en tant que compositeur, il a eu une influence considérable sur la musique à plusieurs échelles. Alors, d'abord, le bebop. En 1933, Monk forme son propre trio de jazz, et à l'époque, il faut savoir que le trio piano, basse, batterie n'est pas tellement en vogue, c'est plutôt les grands orchestres, etc. Bon, et pourquoi? Parce qu'il dit, les orchestres, et là je le cite, ne me font jamais sortir de moi-même. Je voulais jouer mes propres accords. Et c'est pour ça qu'il va, en fait, toute sa vie, il va jouer pratiquement que ces morceaux, les morceaux qu'il a écrits lui. Et au Minton, dans les années 40, on l'a déjà vu, on va avoir Kenny Clarke va libérer la batterie, Jimmy Blanton, l'ancien contrebassiste de Duke Ellington, va libérer la contrebasse, et Monk va, entre guillemets, libérer le piano. Et en fait, c'est après cette éclosion du bebop que le piano
basse, batterie, la formule en trio, va être vraiment pouvoir faire un peu, disons, avoir son propre, être entendu en fait, je dirais, et avoir sa propre vie. Hein. Le trio va vraiment naître à partir du bebop. Hein. Et Bud Powell et tous les autres vont beaucoup enregistrer en trio. Hein. Et c'est vraiment l'essor de ces trios. Bon, par contre, le bebop, et là je vais reciter Monk, hein, il a laissé une grosse amertume, parce que comme on l'a déjà dit, Bud Powell, Dizzy Gillespie, Max Roach, Kenny Clarke, bon, évidemment, Charlie Parker vont tous bénéficier du bebop, sauf Monk. Et alors, pourtant, hein, comme il dit, j'ai l'impression, et là je le lis, hein, j'ai l'impression qu'à force de jouer avec moi, de copier mes accords, de me demander des conseils, de me demander comment obtenir la meilleure sonorité, comment faire de bons arrangements, et de prendre l'habitude de me faire corriger leur musique, ils en sont arrivés à composer des thèmes qui venaient directement de moi. Et on voit un peu cette amertume. Bon, il a dit ça en 1963, au cours d'une interview à Jean Clouzet et à Michel Delhomme. Bon. Et à mon avis, Monk est un tout petit peu humble, parce que son influence n'est pas limitée au bebop. Hein, parce que même le free jazz, si tant est qu'on peut appeler free jazz, il est à mon avis un des pères du free jazz. Quoi. Je pense que c'était complètement novateur, enfin c'est toujours d'avant-garde. D'avant-garde. Et on comprend pourquoi quand il a entendu la première fois qu'il entend Ornette Coleman, il dit « mais ça je jouais déjà il y a 20 ans ». Bah oui. Et effectivement, alors ça c'est surtout pour l'aspect hardiesse harmonique et rythmique. Hein, et John Coltrane d'ailleurs ne s'est pas trompé, parce qu'il dit que Monk lui a ouvert les yeux. Et des gens comme Steve Lacy ou Anthony Braxton, ils ont fait des albums dédiés à Monk, parce que, bon, effectivement, Monk, c'est un visionnaire. Il a ouvert des portes extraordinaires. Extraordinaire. Et bon, alors, si on parle un peu de ses caractéristiques musicales, d'abord, c'est un mélodiste fabuleux. Hein. Alors, et là, c'est Ponzio, et je suis obligé de les citer parce que c'est vrai que c'est une source pour cette émission qui m'a été extrêmement importante. Hein. C'est le livre Blue Monk, hein, de Jacques Ponzio et de François Postif. Au passage, Jacques Ponzio anime un site sur la vie et l'œuvre de Thelonious Monk qui est excellent, hein, sur le web. Et c'est eux qui disent que Monk est un mélodiste rythmique qui joue avec les harmonies. Et je trouve ça très bien résumé. Et de fait, les thèmes de Monk sont souvent courts et percutants. Alors il y a des thèmes qui sont plutôt bluesy, il y a des thèmes qui sont des riffs, un peu comme Ellington, il y a des leitmotivs, il y a des morceaux d'atmosphère, un peu encore comme Ellington, il y a des morceaux un peu plus abstraits dans un style bebop. Bon, enfin, les thèmes qui sont plus en ostinato, il y a toute une variété de mélodies. Bon, il en a composé à peu près 75, ce qui est énorme hein, pour un musicien de jazz, qui en font probablement... Beaucoup de gens disent des créateurs, toutes musiques confondues, des plus grands créateurs du XXe siècle, hein, y compris même la musique dite classique. Hein. Bien sûr. Et dans ces thèmes, on peut dire que des thèmes comme Round Midnight, Straight No Chaser, 52nd Street Theme, Ruby My Dear, Off Minor, etc., c'est devenu des standards, au même titre que des Summertime, All the Things You Are, My Funny Valentine, Maudie and Soul, etc. Le deuxième aspect, c'est l'aspect rythmique. Alors, d'un point de vue rythme, Monk, il est très novateur aussi, parce qu'il met plusieurs rythmes au même tempo, et il joue plusieurs rythmes parallèles. Et en ça, c'est vrai que c'est assez particulier. Il joue un peu par couche rythmique parallèle, et André Auder parle de tuilage, et Laurent Deville, lui, parle de musique à tiroir, que je trouve assez rigolo, parce que c'est assez imagé, et c'est bien vu. D'un point de vue harmonique, bon, évidemment... il a trouvé beaucoup de choses, hein, parce qu'en dehors des trouvailles harmoniques du bebop, avec les accords de passage, j'en passe et des meilleurs, bon, il va encore plus loin, parce que, et là c'est Coltrane, hein, et je le cite, il dit, du point de vue harmonique, il suit toujours des voies différentes que celles qui étaient prévisibles. C'est un peu un joueur d'échecs. Voilà, exactement. Hein, on l'attend là, puis en fait, non, il part de l'autre côté. Et ça, c'est caractéristique aussi de sa musique. Bon, et le son, pour terminer. Alors, le son, chez Monk, le son, c'est primordial. Je pense même que c'est ce qui était le plus important. Il définissait une bonne musique comme tous les sons qui flattent l'oreille. C'est comme ça que Monk définit lui-même la belle musique et la belle musique de jazz et la belle musique en manière générale. Alors là, il y a une anecdote intéressante qui a été donnée par Randy Hultin, hein, qui a écrit, c'est une dame qui a écrit, qui recevait beaucoup de musiciens chez elle, et qui a écrit une anecdote quand Bud Powell et Francis Podras arrivent à New York. Ils vont voir Monk, puisque Bud Powell et Monk étaient très amis, ils vont le voir chez lui. Et chez lui, en fait, il avait son piano à queue. Comme l'appartement de 2 pièces était trop petit, il y avait une partie qui était dans le séjour et la queue qui allait dans la cuisine. Hein. Et en fait, le piano était toujours fermé. Et sur le piano, dans la cuisine, Nellie Monk, elle l'utilisait pour mettre tous les épices, les petits flacons d'épices, le sel, etc. Et Monk ouvre la porte à Bud Powell et Podras. Il les avait pas vus depuis quelques années. Et il dit à Powell, « Tu veux écouter le bruit d'un avion ?» Alors, Powell... impassible, Podras un peu étonné, mais Powell impassible, ouais. Et il rentre, Monk va sur le piano, et il plaque ses 2 avant-bras sur le piano, et ça fait un vacarme, un capharnaüm énorme, ça fait vibrer tout le piano, et tous les petits flacons s'entrechoquent.
Et effectivement, on avait l'impression que c'était un avion au décollage. Et ça, c'est pour dire comme quoi, en fait, Monk a toujours travaillé beaucoup sur le son. Il voulait qu'il ait avoir une sonorité avec ses pianos. Moi, ça me fait penser un petit peu à Hermeto Pascoal aussi. Enfin, c'est un petit peu similaire au niveau des recherches de son et de ces choses-là, en fait. Il faisait aussi des recherches. Oui, enfin, Hermeto Pascoal, il est complètement un peu dans cette mouvance de création. De création sonore. Sonore en fait, et même harmonique, enfin, des choses complètement dingues. Quoi, de partir comme quoi le monde musical se rejoint entre tous les continents. Et donc, bon, ça c'était pour la partie, je dirais, rythmique. Et en fait, là, je trouve qu'une des excellentes conclusions sur l'importance considérable de Monk dans la musique, c'est André Oder, le célèbre musicologue, qui l'a dit dans un article qui est excellent par ailleurs. Il dit « Les pionniers du jazz ont emprunté à la musique populaire occidentale le sens de la symétrie et le principe de retour périodique des structures. Saluons en Thelonious Monk, le premier jazzman qui ressentit des valeurs esthétiques appartenant spécifiquement au monde moderne. Et effectivement, il va introduire une espèce d'asymétrie dans la musique, et il va déjà, dans les années 40, parce que tous ces morceaux pratiquement ont été écrits avant les années 48, 49, 50, bon, il en a écrit quelques-uns après, mais très peu, il va déjà préfigurer ce que sera la musique du futur dans sa manière de jouer. Exactement. Et c'est en ça que son influence dépasse largement le cadre du jazz uniquement. Et donc je pense que pour conclure cette émission consacrée à Thelonious Monk, on a gardé son tube de loin le plus connu, puisque c'est Around Midnight, et il faut savoir que ce standard figure parmi les 5 standards les plus joués du jazz, et sachant que c'est le seul standard dans ces 5 standards qui soit écrit par un musicien de jazz, puisque les autres c'est Body and Soul, bon, il y a My Funny Valentine, All the Things You Are, et évidemment Summertime. Et ces 4 autres morceaux n'ont pas été écrits par des jazzmen en tant que tels, alors que Around Midnight a été écrit par Monk, et donc c'est ce que tu vas nous jouer pour conclure cette émission. En honneur de Monk.
pour moi, c'est toujours un thème avec toujours très prenant, et qui est d'ailleurs le titre du film de Tavernier sur Round Midnight, qui était en fait sur Bud Powell davantage, mais c'est ainsi que va s'achever notre émission. Mais avant de la conclure, je voudrais présenter d'abord, donc insister sur le livre Blue Monk, n'est-ce pas ? Puisque c'est quand même un livre qui est une vraie bible pour tout amateur de monk. Ensuite, je voudrais en profiter pour présenter également un livre qui est paru chez Nocturne, et qui est en fait superbement illustré par Aurel, et qui est, je montre une illustration pour voir le dessin, et qui a en plus un scénario qui est très intéressant, Aurel faisant des très très belles aquarelles, et qui a en plus 2 disques indispensables de la musique de Monk qui sont superbes. Et cette collection est à la fois ludique et il y a un historique aussi, une biographie, c'est un hautement recommandable. Je ne peux pas terminer une émission sur Monk sans montrer 2 petites choses, rapidement. D'abord le célèbre film de Charlotte Zwein, Straight No Chaser, qui est un documentaire sur Monk qui est très intéressant, où on voit de nombreux extraits de concerts, des interviews, etc. Et c'est pour qui s'intéresse un peu à la musique de Monk, et en plus c'est court, c'est vif, c'est bien mené. Formidable. Et puis le livre qui vient de sortir il y a peu de temps de Panonica de Königswarter, où elle a en fait questionné tout un tas de musiciens en leur demandant les 3 vœux qu'ils souhaiteraient faire, et je vais vous lire la réponse de Thelonious Monk à cette question: que ma musique ait du succès, que ma famille soit heureuse, qu'on me donne une amie géniale comme toi. Et dedans, en plus, il y a tout un tas de photos de Monk, prises par le Polaroid de Panonica de Königswarter. Il y a même essentiellement des photos de Monk. Et la couverture, c'est d'ailleurs aussi Monk, qui ont été prises quand il séjournait à Cat House. Et pour finir, quand même, à tout seigneur, tout honneur, je voudrais présenter 2 disques qui, à mon avis, c'est différent de Monk, mais je profite quand même de l'émission, et puis que, tu joues. Pour montrer 2 disques donc, de monsieur Francis Lockwood, n'est-ce pas? Un premier disque consacré à des compositions pas que d'ailleurs de Jimi Hendrix, mais aussi de Bob Dylan, je crois, dedans. En fait, c'est des choses que Jimi Hendrix a joué aussi. Donc, disque qui mérite une écoute, au même titre que d'ailleurs que tous les autres disques qu'on présente, qui est le deuxième disque, pardon, autant pour moi, Virtual Road, avec cette très belle pyramide rouge qui est à Saqqara en Égypte, et la musique est à la hauteur de la beauté de cette pyramide. Oh, ben... Je te remercie. Je t'en prie. C'est ainsi qu'on va achever cette série d'émissions consacrée à Thelonious Monk. Et Francis et moi, nous vous retrouverons avec beaucoup de plaisir pour de prochains épisodes de Histoire de Jazz. Merci Francis, et à bientôt. À bientôt.